On est au tout début de l'été. Henri, ami de Stéphane. On pense aux vacances, Stéphane notamment, puisqu'il doit partir avec un copain. Hein. Ils partent ensemble dans le sud de la France chez des amis, coiffeurs, qui ont loué une maison et qui vont les accueillir pendant quelques jours. Le 4 juillet, il s'était reposé dans sa chambre dans l'après-midi. Sylvain Dietrich, frère de Stéphane. Et après, il préparait ses affaires pour le départ en vacances, en congé. Bien mérité, puisque c'est des vacances. Ces vacances-là, il ne les avait pas prises depuis un très très long moment. Après manger, comme à son habitude, ils ont joué donc Alexandra, amie de Stéphane. avec son papa Paul et puis Roland, sa maman. Ils ont fait un jeu d'échecs. Le téléphone a sonné. Et Paul, donc le papa de Stéphane, a décroché. Et c'était Christophe Blain. Le copain l'appelle, lui dit « j'ai besoin de te parler ». Le lendemain, ils partent en vacances quand même. Mais il y a urgence, j'ai besoin de te parler. Donc Stéphane dit « bon, bah oui, viens. Et d'ailleurs, il faut que j'aille chercher de l'argent à la banque. T'en profiteras pour me déposer à la banque. » Stéphane, quand il quitte la maison de mes parents, il dit à maman un quart d'heure, une demi-heure. Je prends pas les clés. Et il s'en va. Il y avait beaucoup d'orage. Il était habillé pour rester abrité. C'est-à-dire qu'il avait une chemisette légère, un short et des bateaux. C'était une tenue vraiment estivale, mais il n'avait pas l'habitude de sortir. Quand il sortait réellement, il ne sortait pas habillé comme ça. Roland, sa maman, elle voit le véhicule partir et elle pense que dans 5 minutes, 5-10 minutes, façon de parler, Stéphane va revenir. Elle voit les heures passer, il ne revient pas, elle s'inquiète. Il n'y a pas de portable à l'époque. Donc bon, elle trouve ça bizarre parce que jamais Stéphane ne la mettrait en inquiétude. Il serait parti pour plus longtemps, il l'aurait prévenu, sûr et certain. En 24 ans de vie, il n'y a jamais eu un événement comme ça pour lui. C'est jamais arrivé qu'il laisse mes parents dans l'inquiétude. À 7 heures du matin, comme de toute façon, ces deux-là devaient partir en vacances très tôt dans la matinée, Madame Dietrich appelle Blain pour lui demander qu'est-ce qui se passe, quoi. Stéphane n'est pas rentré de la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait hier? Ce à quoi Blain répond, moi je l'ai déposé à la fête foraine, et puis je suis rentré à la maison, quoi. Elle est un peu choquée, elle trouve ça bizarre. Et elle lui dit « emmène-moi au commissariat de police ». Le policier de l'accueil du commissariat lui rigole au nez parce qu'en fait, il lui dit que son fils a 24 ans, qu'il est majeur vacciné et que, à 24 ans, il a pu aller faire la fête et ne pas prévenir et ne pas rentrer. Au même moment, elle entend des policiers à l'arrière, dans une salle arrière, et ils évoquent qu'ils ont retrouvé un corps. Et de là, celui de l'accueil entend ça, il se lève et il va écouter ce qui se dit et il dit justement, j'ai une mère qui dit que son fils n'est pas rentré. Et en fait, d'après la description des habits, apparemment, ça correspond. Elle comprend que c'est son fils. C'est terrible pour elle. Il lui demande, la police demande si elle peut aller reconnaître à la morgue ensuite le corps, quoi. Je suis allé à la morgue, je suis allé avec Roland.
il est arrivé quelque chose Sylvain Dietrich, frère de Stéphane. à une fête foraine et Stéphane. Et puis, 3 petits points, je comprends pas. Je me dis, mais Stéphane, quoi je dis, il est blessé, il est à l'hôpital, il y a quelque chose. Puis je comprenais pas, fête foraine. Je dis, mais pourquoi la fête foraine, mon frère L'un des deux me dit, Stéphane, il m'apprend que Stéphane est décédé, est mort. Et là, c'est un poids, c'est quelque chose qui est énorme, qui me tombe dessus, et je suis dans le déni. Je dis, mais je dis simplement en boucle, ce n'est pas possible. C'est d'une violence inouïe. Stéphane nous a quittés, quoi. Ouais. C'est pas quelqu'un qui méritait ça. Il demandait rien aux gens, en fait. Il demandait rien, c'était lui qui apportait. La famille Dietrich, c'est une famille qui est composée donc de monsieur et madame Dietrich et de leurs 2 enfants. Claire Doubliez, avocate de la famille Dietrich. C'est des gens qui sont très attachants. Le père de Stéphane, c'était un employé de banque qui était délégué syndical. On est dans un milieu social de petite bourgeoisie à Belfort. Ce sont des gens qui sont plutôt discrets, n'ont jamais posé de problème. C'est un petit noyau. Il y a ma maman, Rolande, qui est une femme impressionnante parce qu'elle a vécu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Il y a mon père, c'est un homme généreux, tourné vers les autres. Il essaie de nous rendre heureux. Et puis, à mes côtés, il y a mon petit frère. Stéphane, c'était l'intellectuel, c'est-à-dire que tout le passionnait. Très engagé, il aime la vie politique, il s'intéresse à l'actualité. Il fait beaucoup de sport aussi. Stéphane, il me parlait toujours qu'il voulait avoir une belle carrière, il étudiait bien et tout, il était agréable à discuter. Puis il aimait la finance. Comme son père travaillait à la banque, il parlait tout le temps de finance, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, faire ça. Puis on en discutait souvent ensemble. Stéphane, c'est la tête. C'est l'étudiant, c'est tout pour les études. Il sait où il va, quoi. Son chemin est tracé, il sait ce qu'il va faire, quoi, dans la vie. Il était de son temps, lui. Hein. Il était vraiment de son temps. Un jeune, ouais, plein d'espoir, quoi. Quelques jours auparavant, 2-3 jours avant, il avait eu son diplôme, son MBA, il était major de sa promotion. Il m'avait appelé mon frère, et j'ai sa voix encore en tête, parce qu'on s'appelait tous les 2 jours à peu près. On s'appelait à peu près ça, c'était ce rythme-là. Au premier jour de l'enquête, les policiers de Belfort vont relever un élément intrigant. Le lieu de la découverte du corps, le Bois Joli, à quelques kilomètres de la ville. C'est un lieu connu pour abriter des trafics en tout genre, et donc un endroit qui ne correspond pas à la personnalité de la victime. C'est un endroit qui était connu pour être un endroit de rencontre pour des ébats amoureux, parce que c'est un petit peu isolé. Alain Duvernois, enquêteur. C'est en retrait de la route, c'est dissimulé dans la végétation. Mais il semblerait quand même que c'est un endroit qu'il fallait connaître. C'est pas un endroit qu'on trouve un peu par hasard. À l'époque, les enquêteurs s'intéressent à la présence du corps de Stéphane Dietrich à cet endroit-là. Pascal Chevillot, journaliste à l'Est républicain. Le Bois Joli est connu pour avoir des rencontres, notamment homosexuelles. La question qui se pose, c'est évidemment de savoir si Stéphane Dietrich est homosexuel. On ne lui connaît pas de relation, ni avec des filles, ni avec des garçons. Ils vont faire une recherche sur cette scène de crime pour essayer d'y trouver des indices. Le corps de la victime repose sur le côté, en position fœtale. Il est partiellement dévêtu. Alexandre Chevrier, procureur en charge de l'affaire en 2013. Il porte une chemise qui est complètement ouverte, un slip. On trouve à proximité du corps un short. Et puis, petite particularité, on trouve une branche qui a été déposée
sur les jambes de la victime. J'ai l'impression que tout est brouillon. Déjà, je me dis, le lieu, je trouve ça... ça va pas avec mon frère, quoi. Le lieu, le bois, le short, la tenue, enfin, rien ne va. On peut penser à une rencontre qui a mal tourné dans cet endroit désert, dans ce sous-bois. On peut aussi penser à une mise en scène suite à une rencontre homosexuelle, par exemple. Mais toutes les hypothèses demeurent ouvertes, bien sûr, à ce stade. Donc une autopsie de la victime est ordonnée. Elle nous permet d'apprendre que la cause du décès, ce sont des coups portés de manière répétée dans des zones vitales, notamment au niveau du cœur. Coups possiblement portés à l'aide d'objets tranchants et piquants, tels qu'un couteau. Ce qui est très notable, c'est l'absence totale de plaies de défense, c'est-à-dire de traces de coupure au niveau des mains, des avant-bras, ce qui peut laisser penser que la victime a été attaquée par surprise. En tout cas, elle n'a pas eu le temps de se défendre. On constate également l'absence de traces de violence sexuelle. Et le médecin légiste fait remonter le décès entre 22h et 5h du matin. À ce moment-là, ni l'autopsie, ni l'examen de la scène de crime permettent d'avoir une piste, une hypothèse de travail sur ce qui a pu se passer. Du coup, l'enquête va s'orienter sur la dernière personne qui a vu vivant Stéphane Dietrich, à savoir le meilleur ami, Christophe Blain. Christophe Blain a 25 ans. Il a eu une période scolaire assez difficile. Au moment de la découverte du corps de Stéphane Dietrich, il a un emploi de pion dans un collège de l'agglomération Belfortaine. Il est également correspondant de presse dans un journal local. À cette époque-là, il fréquente notre rédaction du journal Le Pays parce qu'il est correspondant sportif. José Goncalves, ancien journaliste au journal Le Pays. C'était un garçon charmant, pas de mouvement d'humeur, pas d'agressivité. Le profil de Monsieur Blain, c'est quelqu'un de plutôt fêtard. Claire Doubliez, avocate de la famille Dietrich. Joueur de tennis, beau garçon, qui est plutôt un meneur. Et en tout cas, quelqu'un qui n'est pas du tout effacé. Il vient d'un milieu familial assez compliqué. Il n'a pas connu son père biologique. Il a des relations compliquées avec le second mari de sa maman. Il est obligé de se réfugier vers Stéphane Dietrich et lui demander de l'aide. Stéphane et Christophe, ils se sont rencontrés à l'école. Hein. Ils s'entendaient bien. C'est vrai qu'ils rigolaient des bons coups ensemble, tout. Ils s'entendaient bien. Hein. Ils avaient les mêmes pôles d'intérêt. Henri, ami de Stéphane. Je pense que c'était vraiment deux bons copains. Après la découverte du corps, Christophe Blain est entendu comme témoin libre pour un peu retracer tout ce qui s'est passé la veille. Donc Christophe Blain vient chercher Stéphane Dietrich. Ils partent ensemble au distributeur bancaire. Stéphane Dietrich va retirer 500 francs, ce distributeur. Ensuite, il reste dans la voiture, il papote. Et Christophe Blain ajoute que Stéphane lui aurait demandé de le déposer aux abords d'une fête foraine, au Fort Atry, à Belfort, parce qu'il avait quelque chose à y faire, sans plus d'explications. J'ai trouvé ça bizarre. Yves, ami de Stéphane. Je dis, c'est pas possible. Il a pas été à la fête, c'est pas son truc, il aimait pas ça. Dès le départ, la version que Blain nous donne, nous les proches, on est dubitatifs. Alexandra, amie de Stéphane. Connaissant Stéphane, jamais il n'irait à un rendez-vous habillé en short et t-shirt un soir, et en plus à la fête foraine, sous la pluie, battante quoi. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il l'a vraiment déposé à la fête foraine? Est-ce qu'il ne cache pas quelque chose?
Stéphane évolue dans un milieu, on va dire, aisé, alors que de l'autre côté, c'est un peu plus dur. Bon, famille recomposée, il doit y avoir pas mal de chômage, je pense, quand même. Mon père ne l'appréciait pas. Et il disait souvent à mon frère, « Mais arrête, il profite de toi, il profite de toi. » On approfondit la nature de ses relations avec Stéphane Dietrich et on s'aperçoit qu'ils ont un lien qui n'est pas forcément uniquement un lien d'amitié. Alexandre Chevrier, procureur en charge de l'affaire en 2013. Qu'il y a une relation d'intérêt aussi qui s'est construite. On sait que Stéphane aide matériellement et financièrement Christophe Blint. Les enquêteurs savaient aussi qu'ils sont liés dans le cadre d'une activité d'achat d'actions en bourse. Donc se pose la question, peut-être, d'un crime à caractère crapuleux, compte tenu de cette relation matérielle financière qui apparaît, qui se dévoile au gré de l'enquête. Après sa première audition, Christophe Blin a été placé sous écoute et les enquêteurs trouvent bizarre qu'il ait autant changé de comportement. Il a déjà perdu beaucoup de poids, une bonne dizaine de kilos. Il a énormément changé au niveau du caractère. Il peut se montrer tantôt jovial, tantôt plutôt agressif. Donc tout ça pose question aux enquêteurs. Ils décident de le placer en garde à vue au mois de septembre 1994. Christophe Blint dit qu'il n'a croisé personne au cours de cette soirée, personne d'autre que Stéphane. D'après ses déclarations, il aurait erré ensuite en voiture aux alentours de Belfort avant de passer la nuit au domicile de son amie, laquelle n'est pas présente parce qu'elle est en vacances. En tout cas, il explique également que le lendemain matin, au moment du départ en vacances avec Stéphane, il va nettoyer de fond en comble sa voiture et notamment passer l'aspirateur dans le coffre de son véhicule. Des explications, et on le note tout de suite, qui sont totalement invérifiables. Il a un alibi, mais qui peut pas être prouvé, quoi, je veux dire, voilà. Et qu'ensuite, il n'arrive pas à dormir et qu'il va se promener dans un parc parce qu'il n'arrive pas à dormir, il n'est pas bien. Déjà, je choque, je me dis, waouh. Enfin, je comprends pas, en fait. Les policiers ont un autre élément contre Christophe Blin. La maman de Stéphane Dietrich, lors de son audition, s'est souvenue qu'elle avait trouvé la carte bancaire de son fils sur le tableau de bord de la voiture de Christophe Blin. Sylvain Dietrich, frère de Stéphane. Ma maman dit à Christophe Blin, mais t'es pas prudent, tu laisses ta carte bancaire sur le tableau de bord. Et il lui répond direct, c'est pas ma carte bancaire, c'est celle de Stéphane. Stéphane était très minutieux, très soigneux. Il faisait quelque chose, il rangeait tout de suite ses affaires, tout. Jamais il aurait laissé traîner ça. À l'issue de cette garde à vue, Monsieur Blin est relâché, puisque les enquêteurs n'ont pas d'éléments. Claire Doubliez, avocate de la famille Dietrich. Qui permettent de lui reprocher quoi que ce soit. Et l'enquête va continuer. J'en ai discuté avec les enquêteurs de l'époque, et à l'époque, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'aveux, et ils n'avaient pas les aveux de Christophe Blin. Donc ils ne pouvaient pas aller au-delà. Monsieur Blin va finir par partir de la région et par s'installer dans le sud. Et après, plus jamais nous le reverrons, plus jamais. Ça nous renforce dans l'idée avec mes parents que lui sait quelque chose d'important sur cette nuit-là et qu'il n'a pas parlé à la police. Après la fin de la garde à vue de Christophe Blin, les policiers sont dans l'impasse. Mais en parallèle, un de leurs collègues mène une enquête avec une hypothèse. Stéphane Dietrich aurait été victime d'un tueur en série. En 1994, je travaille à Montbéliard, commissariat central de Montbéliard. Alain Duvernois, enquêteur. J'ai en charge une enquête qui remonte à 1991, où nous avions découvert le corps d'un jeune homme aussi dans le même créneau d'âge, de 25 ans, qui avait été tué par de multiples coups de couteau dans un foyer de travailleurs. Et à l'occasion de cette enquête, nous avions fait un rapprochement avec un autre meurtre qui avait été commis quelques semaines avant, à Colmar,
où un jeune homme homosexuel, avait été tué aussi exactement de la même manière. J'ai pensé que éventuellement, ça pouvait être lié, vu le profil des victimes, vu le mode opératoire qui était un meurtre à coups de couteau. Et c'est pour ça que j'ai été amené à m'intéresser donc à l'affaire Stéphane Dietrich. Cette piste du tueur en série, donc qui vise un individu en particulier, était assez intéressante parce qu'en effet, on trouvait trace de cet homme à un moment donné, à cette période-là, au niveau du Bois Joli. Alexandre Chevrier, procureur en charge de l'affaire en 2013. Qu'il est susceptible d'avoir effectivement fréquenté dans le cadre de rencontres à caractère homosexuel. Il y a eu un suspect qui me paraissait très plausible. C'est un Mulhousien qui était assez connu dans ce milieu-là, qui était transformiste, dont tout le monde avait peur, qui a été interpellé, contre lequel on a récolté des éléments que le magistrat instructeur a trouvé pertinent au départ, suffisant pour le mettre en examen. La juge des libertés n'a pas voulu le mettre en détention provisoire, et je pense que c'est ce qui a en grande partie cassé la dynamique de l'affaire. On n'a pas pu recueillir d'éléments de preuves tangibles, concrets, pour étayer cette hypothèse. Donc cet individu n'a pas été judiciairement inquiété dans le cadre de l'affaire Stéphane Dietrich. Le fait que sexuellement, il attaque des jeunes hommes. Sylvain Dietrich, frère de Stéphane. Certaines femmes aussi prostituées, etc. Il y a une liste qui est donnée. Et puis, bizarrement, c'est quelque chose qui ne tient pas longtemps, la route. Donc là aussi, chou blanc. Il y a une personne qui a sonné à la maison familiale, mes parents étaient là. Qu'est-ce qui se passe? Il le voit et il dit « Mais c'est pas votre fils qu'on voulait tuer, c'est moi. » Et je vous le dis, c'est une erreur, c'est une méprise, c'est moi qu'on voulait tuer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, même si le visage est moins fin que celui de mon frère au niveau des traits et autres, c'est vrai qu'il y a une ressemblance, on peut pas la nier. Dominique Egloff est un militant écologiste qui est très engagé contre les Orokiennes. Pascal Chevillot, journaliste à l'Est républicain. Et il donne plein de détails qui permettent de mieux comprendre la situation. Il est victime de vengeance. On a empoisonné son chien. Il soupçonne même que quelqu'un a crevé les pneus de sa voiture. Et il reçoit de nombreuses lettres de menaces, et des menaces de mort notamment. À l'époque, Dominique Egloff affirme que ce jour-là, il fait signer des pétitions dans les rues de Belfort. Qu'il est habillé d'un short et d'une chemisette, exactement comme Stéphane Dietrich. Donc évidemment, dès qu'on nous parle d'une piste, on se dit, bon, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à chercher. Henri, ami de Stéphane. Moi, je me raccroche à toutes ces pistes-là. Je me raccroche. Donc on fait les vérifications d'usage, on s'intéresse aussi à la personnalité de Monsieur Egloff. Bon, on s'aperçoit que voilà, c'est quelqu'un qui peut être un peu fantaisiste. En tout cas, cette piste-là, elle est très rapidement abandonnée. C'est une piste complètement fantaisiste. Monsieur Egloff, bien sûr, a fait perdre du temps, énormément. Alexandra, amie de Stéphane. C'est un espoir encore pour la famille qui tombe. Je me dis, mais encore ça à supporter, quoi. Le 15 octobre 2001, faute de pistes, faute de suspects, la justice rend un non-lieu. Cette décision de la justice est très mal prise par la famille. Sylvain a redoublé d'efforts pour relancer l'affaire. Les années passent, on ne sait donc toujours pas ce qui s'est passé réellement. Sylvain se bat pour que le dossier soit toujours ouvert, qu'il n'y ait pas de prescription. Il y a prescription après 10 ans. 10 années passent très très vite. Surtout quand vous avez des gens à la tête de l'institution justice qui ne fait pas son travail. On crée une association, les amis de Stéphane Dietrich, pour aider à ce que l'affaire de Stéphane ne tombe pas dans l'oubli. Les années passent, notre travail, il va être décuplé. On va avoir une force encore, on va redoubler de force, de ténacité, de volonté pour trouver.
pour continuer le combat. J'avais mon activité professionnelle du jour. Une fois le dîner englouti, ça a été pendant des années un travail de fond qui durait jusqu'à 1h, 2h du matin. Mais par une sale nuit d'été, c'est son corps qu'on a retrouvé. On l'avait jeté à terre. Je ne reverrai plus mon frère. Donc il organise des concerts à Paris, il organise des concerts à Belfort pour continuer à faire ne pas oublier Stéphane. Le jour de sa mort, il y avait un petit truc, il mettait une gerbe, il mettait des fleurs. Yves, ami de Stéphane. Donc Sylvain relançait tout le temps. Il y avait un article à chaque fois dans le journal. J'ai jamais perdu espoir. Je savais que tôt ou tard, je ne sais pas comment, mais je savais que tôt ou tard, la personne sera arrêtée. On a la venue d'un nouveau procureur à Belfort, un homme qui va nous donner, nous, à ma famille, une autre vision de la justice. Je reçois une demande de rendez-vous de la part de la famille Dietrich, donc Sylvain et sa mère. Alexandre Chevrier, procureur en charge de l'affaire en 2013. Je les écoute et leur demande est de faire réouvrir l'information judiciaire. Et je ressens chez eux une très forte détermination. Quand je ressors le dossier, il m'importe également de ressortir et de vérifier l'ensemble des scellés. Parmi ces scellés, il est retrouvé des cheveux et des poils qui ont été aspirés dans le coffre du véhicule de Christophe Blint, donc au moment de l'enquête initiale. Ils sont transmis aux fins d'analyse auprès d'un laboratoire scientifique. Et puis au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, le laboratoire m'appelle et me dit « Ça y est, on vient de trouver un élément pileux qui appartient à Stéphane Dietrich ». Donc là, on tient l'élément nouveau, susceptible de constituer des charges nouvelles et susceptible d'entraîner la réouverture de l'information judiciaire. Et là, c'est formidable, parce que ça veut dire que c'est reparti pour une session avec une prescription qui peut courir encore, et c'est formidable, ça. C'est de l'espoir pour ma famille. Ce cheveu, en tant que tel, ce n'est pas une preuve irréfutable, évidemment, de la participation, de la culpabilité de Christophe Blint. Mais une fois que le dossier est réouvert, tout redevient possible. C'était ça l'objectif. Tout redevient possible. Pour peu qu'on ait des enquêteurs motivés et pour peu qu'on ait un brin de chance. Et c'est manifestement ce qui s'est passé par la suite. Les efforts conjugués du procureur et de la famille permettent aussi de faire parler de l'affaire. Articles dans la presse, émissions télé. 20 ans après sa mort, les médias s'intéressent à nouveau à Stéphane Dietrich. Une mobilisation qui va finir par payer. En 2014, deux jeunes font un déménagement dans un commerce et tombent sur un flyer des amis de Stéphane Dietrich. Ils se disent « Tiens, c'est bizarre, c'est quelque chose dont on a entendu parler ». Ils rentrent chez eux, ils regardent une émission de télé où on parle de l'affaire Dietrich. Et là, ça fait un déclic. Ils ont le sentiment que cette affaire, ils la connaissent. Ils décident d'aller voir la famille Dietrich. Ils évoquent qu'à l'époque, ils étaient au collège des Glacis et que leur surveillant, il s'appelait Blin Christophe et qu'il est proposé à l'un d'entre eux de tuer quelqu'un avec un couteau. Et il affirme qu'il a été démarché par un surveillant de cet établissement qui lui a promis une somme de 10 000 francs en échange du meurtre d'une personne. Les propos qu'il me tient sont glaçants parce que... Sylvain Dietrich, frère de Stéphane. Il m'annonce qu'à plusieurs reprises, il a été relancé pour que lui et cet ami puissent tuer quelqu'un, en l'occurrence mon frère. En quelque sorte, c'était commandité un meurtre.
Donc ça, c'est un coup de théâtre, évidemment, aussi longtemps après, un témoignage aussi important, aussi inattendu que précieux. Et cet élément va précipiter la reprise de garde à vue de Christophe Blint des années après. Christophe Blin est convoqué le 15 décembre 2015 à la police pour qu'il s'explique une nouvelle fois sur le meurtre de Stéphane. Au départ, Christophe Blint avait maintenu ses dénégations au cours des premières heures de cette deuxième garde à vue. Et à ce moment-là, les enquêteurs abattent cette carte maîtresse, ce témoignage tout à fait déterminant. Il y a dans la salle, pas très loin, le collégien, ex-collégien qui vient et qui explique ce qu'il avait demandé, ce qu'il lui avait demandé de faire contre mon frère. Et donc, voilà, il lui dit, mais cette famille attend une réponse. Ça fait des années, ça fait plus de 20 ans que tu te caches, tu te planques, tu ne dis pas la vérité. C'est une honte. Et Blin, pour la première fois, va pleurer et va dire, oui, j'ai tué Stéphane. J'ai assassiné Stéphane, c'est moi. Christophe Blint passe enfin aux aveux, reconnaît enfin sa responsabilité dans la mort de Stéphane, 21 ans après. Lorsque Christophe Blin avoue le meurtre de Stéphane Dietrich, José Goncalves, ancien journaliste au journal Le Pays. il évoque l'homosexualité. Aux enquêteurs, Christophe Blin raconte que ce soir-là, il ne veut plus partir avec Stéphane Dietrich parce qu'il craint que s'ils partent en vacances ensemble, la relation homosexuelle se poursuive et Stéphane Dietrich ne veut pas et il se serait mis en colère. Il l'emmène directement au Bois-Joli pour avoir une explication avec lui et ils ont, dans un premier temps, une explication dans la voiture. C'est à ce moment-là qu'ils sortent, qu'ils vont contre un arbre. Christophe Blin explique qu'il y a eu une relation sexuelle dehors, contre l'arbre. Et c'est seulement ensuite, Christophe Blin, qui est déterminé à mettre fin à cette relation, sort le couteau qu'il avait dans la voiture et donne les premiers coups de couteau dans le ventre. Christophe Blin a craqué. Après ses aveux, il est incarcéré dans l'attente de son procès. Il va élaborer une stratégie de défense dans laquelle il se pose en victime de Stéphane Dietrich. Le procès s'ouvre 25 ans après les faits. C'est plus de temps que la vie de Stéphane. Un homme de 50 ans est jugé aux assises de Haute-Saône et du territoire de Belfort pour la mort de Stéphane Dietrich. C'est l'une des affaires les plus retentissantes de ces dernières années. Quand je le vois arriver pour la première fois, c'est vrai que ma maman ne le reconnaît pas. Moi, oui, mais il a changé. Moi, j'imaginais un homme abattu, vous voyez. Mais non, j'ai vu un homme combattant. Henri, ami de Stéphane. Combattant, droit dans ses bottes. Droit, hein. Droit. Pas penché, hein. Même pas une légère inflexion. Rien du tout. Je regarde son regard. C'est le regard qu'a vu Stéphane en dernier. Et c'est le regard d'un menteur qu'a manipulé tout le monde durant 25 ans. Et ensuite, je regarde ses mains, les mains d'un tueur. Et je me sens pas bien parce qu'en fait, ça me fait énormément d'émotions. Il va expliquer que la relation qu'il a avec Stéphane est une relation qui est complètement déséquilibrée. Claire Doubliez, avocate de la famille Dietrich. Et que Stéphane fait de lui ce qu'il veut. Ce qui a marqué cette journée, c'est le témoignage des deux policiers et ils ont insisté sur l'ascendant psychologique pris par Stéphane Dietrich sur Christophe Blin. Christophe Blin a expliqué qu'il a essayé de mettre un terme à ses rapports sexuels non consentis à moult reprises. Il va se justifier en disant qu'il est sous l'emprise de mon frère, que mon frère le harcèle. Lui, 1m90, baraqué, mon frère mince, svelte, moins grand. Non.
C'est vraiment quelqu'un qui est malsain. C'est quelqu'un de malsain. Il n'a fait que de pleurer et de se plaindre. Alexandra, amie de Stéphane. Et de se faire passer pour une victime. Et on va passer au crible la vie de Monsieur Blin. Et on va découvrir que c'est une vie où il évolue assez vite d'un comportement plutôt charmant à un comportement violent, jaloux, avec une problématique d'emprise. Plusieurs femmes vont être amenées à déposer plainte parce que, au moment où il cesse de vivre avec elles, toujours à leur demande à elles, il les épie, il les suit, il les menace, il les violente. Je ne pense pas qu'après cette journée d'audience, au cours de laquelle on a évoqué la personnalité de Christophe Blin, on puisse dire en guise de conclusion qu'il est un manipulateur. Je pense qu'on a vu tout sauf un monstre dans le box aujourd'hui. Quand vous êtes envieux, malheureusement, ça vous ronge. Et ça, pour moi, c'est le mobile. Il l'a tué par jalousie, parce que Stéphane réussissait et il voulait s'éloigner en quelque sorte. Il ne s'éloignait pas complètement de ses amis, mais il allait vivre une autre vie. Donc ça, c'est insupportable. 20 ans de prison pour l'assassinat de Stéphane Dietrich. Christophe Blin vient d'être jugé coupable par la cour d'assises de Vesoul. Ils l'ont condamné à l'unanimité et avec aussi la préméditation. Voilà, donc le soulagement, il est là. Justice a été rendue pour Stéphane, pour son papa qui n'est plus là, pour ses amis, pour Sylvain, pour sa maman. Bon, il est en prison, voilà. Mais on ne sait pas pourquoi. Et puis Stéphane n'est plus là. Moi, je me sens un peu frustré quand même. Il n'y a eu jamais aucune excuse de sa part. « 21 ans après, avoir des éléments nouveaux, c'est exceptionnel. C'est rare, ça ne se produit pas. Je crois que c'est l'une des rares fois où ça s'est produit en France. » Pascal Chevillot, journaliste à l'Est républicain. Sans le combat du frère, jamais cette affaire n'aurait été élucidée. C'est sa réussite en mémoire de son frère. Beau combat. Beau combat. Le mystère de la mort de Stéphane Dietrich aura duré 20 ans. 20 longues années pour ses proches. Christophe Blin a refusé que son avocat s'exprime dans ce podcast. Il purge sa peine à la prison de Poissy, en région parisienne. Novembre 1957, Plainfield, Wisconsin. Une petite ville rurale, quelques centaines d'habitants, des routes bordées de champs, des fermes isolées, une communauté qui vit au rythme des saisons. Ici, les disparitions sont rares. Les crimes violents encore plus. Le 16 novembre 1957, Bernice Warden, propriétaire d'une quincaillerie locale, disparaît sans laisser de traces. Son fils, deputy shérif, remarque que la caisse enregistreuse contient encore de l'argent. Rien n'indique un simple vol. Une facture retrouvée dans le magasin porte un nom écrit à la main, Ed Jean. Ce nom n'éveillait pas immédiatement la peur. Ed est connu en ville. Il est solitaire, un peu étrange, mais poli. Il rend service, garde parfois des enfants, aide pour de petits travaux. Il vit seul dans la ferme familiale, à quelques kilomètres du centre-ville. Lorsque les policiers se rendent chez lui le soir même, ils ne savent pas encore qu'il s'apprête à pénétrer dans l'une des scènes les plus troublantes de l'histoire criminelle américaine. En ouvrant la porte de la ferme, ils découvrent un intérieur plonge dans l'obscurité, encombre, sale, glacial. Puis, dans une remise, suspendu comme un animal de chasse, le corps de Bernice Warden. Mais ce n'est que le début. Pour comprendre comment cette maison a pu devenir le théâtre d'une telle horreur, il faut revenir en arrière. Bien avant 1957. Bien avant la ferme isolée. Il faut revenir à l'enfance d'Ed Jean. Édouard Théodore Jean naît en 1906 dans le Wisconsin.
Son père, Georges Jean, est alcoolique et incapable de maintenir une stabilité financière. La famille déménageait fréquemment, jusqu'à s'installer définitivement près de Plainfield, dans une ferme isolée. Mais la véritable figure dominante du foyer est sa mère, Augusta Jean. Augusta est profondément religieuse, d'un fondamentalisme rigide et implacable. Elle voit le monde extérieur comme corrompu, immoral, dangereux. Elle prêche quotidiennement à ses 2 fils, Ed et son frère Henry, que les femmes sont pécheresses, que la sexualité est impure, que la société est vouée à la damnation. Elle cite la Bible avec sévérité, insistant sur la punition divine et la nécessité de rester pur. Dans cette maison, l'affection est conditionnelle. L'amour passe par l'obéissance. Les enfants ne sont pas encouragés à se faire des amis. Les relations sociales sont limitées au strict minimum. La ferme devient un univers clos, coupe du monde. Ed grandit timide, introverti, maladroit. À l'école, il est souvent moque. Il rit à des moments inappropriés, semble perdu dans ses pensées. Mais il reste attaché à sa mère d'une manière presque fusionnelle. Elle est la seule figure qu'il idéalisait. La seule qu'il respecte profondément. En 1940, son père meurt. L'impact sur Ed semble limite. Georges n'était pas un modèle. La relation centrale reste celle avec Augusta. En 1944, son frère Henri meurt dans un incendie de broussailles sur la propriété familiale. Officiellement, il s'agit d'un accident. Pourtant, certains témoignages suggèrent que les relations entre les 2 frères s'étaient dégradées. Henri critiquait parfois l'emprise d'Augusta sur Ed. Lorsque son corps est retrouvé, des blessures à la tête sont mentionnées, mais l'enquête ne va pas plus loin. Ed se retrouve seul avec sa mère. Puis, en 1945, Augusta subit un accident vasculaire cérébral et meurt peu après. Pour Ed, c'est un effondrement total. Il perd la seule personne qu'il considérait comme pure. Comme parfaite. Comme sacrée. Après sa mort, il ferme plusieurs pièces de la maison, notamment la chambre de sa mère et les espaces qu'elle utilisait. Il les conserve intacts, comme des sanctuaires figés dans le temps. Il ne vit plus que dans une petite partie de la ferme, au milieu d'objets accumulés, de saleté, de solitude. À l'extérieur, il continue à paraître inoffensif. Il fait de petits travaux, discute maladroitement, lit beaucoup. Mais ses lectures évoluent. Il s'intéressait aux histoires macabres, aux expériences médicales, aux récits sur la mort et la transformation du corps. Isole, prive de repères affectifs, obsédé par le souvenir idéalisé de sa mère, Ed Gein commence à s'enfermer dans un monde intérieur où la réalité et le fantasme se mélangent. Personne, à Plainfield, n'imagine alors ce qui se prépare dans l'obscurité de cette ferme. Après la mort d'Augusta en 1945, la ferme Gein change d'atmosphère. Ce n'est plus seulement une maison isolée. C'est un lieu fige, presque hors du temps. Ed vit seul, entouré de silence et de souvenirs. Les pièces que sa mère utilisait restent fermées, intactes, comme si elles pouvaient revenir à tout moment. Il dort dans une petite zone du rez-de-chaussée, cuisine sommairement, accumule des objets sans ordre apparent. La poussière s'installe. Les murs se dégradent. Mais personne ne s'inquiète vraiment. Dans une petite ville rurale, l'excentricité passe souvent pour de la bizarrerie sans conséquence. À l'extérieur, Ed maintient une apparence presque banale. Il travaille occasionnellement comme homme à tout faire. Il garde des enfants. Certains le trouvent étrange, d'autres le trouvent gentil. Il parle doucement, rit parfois de manière inappropriée, raconte des histoires morbides comme s'il s'agissait d'anecdotes ordinaires. Il fréquentait la quincaillerie locale, le magasin général. Rien dans son comportement public ne laisse supposer l'ampleur de ce qu'il fait la nuit. Car c'est la nuit que tout commence à basculer. Ed développait une obsession pour la mort, mais pas seulement comme une idée abstraite. Il s'intéressait au corps. À leur structure. À leur transformation. Il lit des magazines et des livres sur l'anatomie, sur les crimes célèbres, sur les expériences médicales. Il fantasme sur la possibilité de ramener sa mère d'une certaine manière. Non pas au sens littéral d'une résurrection,
mais à travers une forme de reconstruction. C'est ainsi qu'il commence à se rendre dans les cimetières de Plainfield et des environs. Il repérait les tombes de femmes récemment enterrées, souvent d'âge moyen, correspondant approximativement à celui qu'aurait Augusta si elle était encore vivante. Il choisit ses cibles avec soin. Il attend des nuits sans lune. Il se rend sur place avec des outils. Il ouvre les tombes. Il exhumait les corps. Plus tard, il déclara qu'il ne supportait pas toujours la vue des corps décomposés et qu'il en réenterrait certains. Mais plusieurs fois, il ramenait des restes à la ferme. Il commence à découper, à conserver, à transformer. Ce n'est pas un geste impulse. C'est une activité répétitive, presque rituelle. Dans la maison, il fabrique des objets. Des lampes à partir de peau. Des récipients à partir d'ossements. Des pièces vestimentaires à partir de restes humains. Il tente de confectionner une sorte de combinaison complète faite de peau, dans une tentative confuse de se transformer, d'incarner physiquement l'image de sa mère. Ce n'est pas simplement une accumulation macabre. C'est un projet. Une mise en scène intime et dérangeante. Pendant des années, ces activités restent invisibles. Les cimetières ruraux ne sont pas surveillés en permanence. Les familles ne viennent pas toujours vérifier l'intégrité des tombes. Les soupçons, s'il y en a, restent vagues. Puis les disparitions commencent. En 1954, Mary Hogan, propriétaire d'un bar à Plainfield, disparaît soudainement. Les habitants sont choqués. Ed connaissait Mary. Il plaisantait parfois en disant qu'elle ne quitterait jamais la ville, qu'elle serait toujours là. Des remarques qui, à l'époque, paraissent simplement étranges. L'enquête n'aboutit pas. Aucune preuve directe ne permet d'accuser qui que ce soit. Le dossier reste ouvert, puis s'endort. Pendant ce temps, Ed continue sa vie apparemment ordinaire. Il discute avec les habitants, rend visite au commerce, parle de politique locale. Personne ne relie sa solitude à la disparition de Mary Hogan. 3 ans plus tard, en novembre 1957, Bernice Worden disparaît à son tour. Cette fois, les circonstances sont différentes. La caisse enregistreuse est ouverte. Un reçu porte le nom d'Ed Gein. Le lien est concret. Les policiers se rendent à la ferme le soir même. Lorsqu'ils entrent, ils découvrent une maison plongée dans l'obscurité, l'odeur stagnante d'un lieu mal entretenu. Dans une dépendance, ils trouvent le corps de Bernice Worden suspendu comme un animal abattu, décapité, vide de son sang. La scène est brutale, choquante, incompréhensible. Mais ce qu'ils découvrent ensuite à l'intérieur de la maison est encore plus troublant. Des objets fabriqués à partir de restes humains. Des crânes utilisés comme bols. Des os transforment en ustensiles. Des morceaux de peau conserve. Des masques. Une ceinture composée de parties anatomiques. L'inventaire semble sortir d'un cauchemar. Les policiers comprennent alors que la disparition de Mary Hogan n'était probablement pas un cas isolé. Ils retrouveront plus tard des éléments confirmant qu'elle aussi a été victime d'Ed Gein. L'homme discret, le voisin étrange mais inoffensif, se révélait être l'auteur d'actes qui dépassent l'entendement pour cette petite communauté rurale. Lorsqu'il est arrêté, Ed ne tente pas de fuir. Il ne se montre pas violent envers les policiers. Il semble presque détaché, comme si les événements suivaient une logique interne que lui seul comprend. La ferme, elle, devient immédiatement un symbole. Un lieu qui cristallise la stupeur nationale. Car l'affaire ne restera pas limitée à Plainfield. Très vite, la presse s'empare de l'histoire. Et le nom d'Ed Gein va franchir les frontières du Wisconsin. Mais ce n'est que le début de l'onde de choc. Après son arrestation en novembre 1957, Ed Gein est conduit au bureau du shérif du comte de Owshara. La nouvelle se répand rapidement à Plainfield. Les habitants, qui le croisaient encore quelques jours plus tôt dans les allées du magasin général, ont du mal à comprendre. Comment cet homme timide, maladroit, presque efface, pourrait-il être responsable de ce que les policiers viennent de découvrir dans sa ferme? Les premiers interrogatoires commencent presque immédiatement. Les enquêteurs s'attendent à devoir faire face à un individu violent, imprévisible.
Pourtant, Ed se montre coopératif. Il parle calmement. Il ne nie pas longtemps les faits. Il décrit ses actes avec une distance troublante, comme s'il racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Il explique ses visites nocturnes au cimetière. Il détaille comment il choisissait les tombes, comment il ouvrait les cercueils, comment il sélectionnait certains restes. Il reconnaît le meurtre de Bernice Worden. Il admet également celui de Mary Hogan. Ses aveux ne sont pas accompagnés d'émotions visibles. Il ne semble ni fier ni particulièrement honteux. Il parle d'une voix presque monotone. Les enquêteurs comprennent rapidement qu'ils ne sont pas face à un criminel motivé par l'argent ou la vengeance. Ils sont face à un homme dont les motivations relèvent d'une obsession profonde, liée à sa mère et à une confusion identitaire intense. Ed explique qu'il voulait créer une sorte de peau qu'il pourrait porter, une enveloppe féminine qui lui permettrait de se sentir plus proche d'Augusta. Il ne parle pas d'une transformation moderne telle qu'on la comprend aujourd'hui, mais d'un fantasme archaïque, presque rituel, dans lequel il tenterait de ressusciter symboliquement sa mère en la réincarnant à travers lui. Pendant ce temps, la presse arrive en masse à Plainfield. Les journalistes campent devant la ferme. Les photographes tentent de capturer des images de la maison. Les descriptions des objets retrouvés à l'intérieur font le tour des États-Unis. L'affaire prend une ampleur nationale en quelques jours. Les journaux utilisent des mots forts. Ils parlent de maisons de l'horreur, de fermes macabres, de collections inimaginables. Chaque nouvel article semble ajouter une couche de sensationnalisme. Les details les plus choquants sont mis en avant. Le public est fasciné et horrifié à la fois. La petite ville de Plainfield devient synonyme d'effroi. Les habitants se sentent trahis. Certains se souviennent de conversations avec Ed, de plaisanteries qu'il faisait à propos de la mort. Avec le recul, ces moments prennent une autre signification. Mais à l'époque, personne n'avait imaginé qu'il pouvait passer ses nuits à exhumer des corps. Les autorités médicales sont sollicitées pour évaluer son état mental. Rapidement, la question de sa responsabilité pénale se pose. Les experts concluent qu'il souffre de troubles mentaux graves. Il est déclaré inapte à être jugé immédiatement et envoyé dans un hôpital psychiatrique d'État. Le procès ne se tiendra que des années plus tard. En 1968, après avoir été jugé apte, Ed Gein est finalement reconnu coupable du meurtre de Bernice Worden. Mais il est également déclaré pénalement irresponsable pour cause de maladie mentale et interné dans un établissement psychiatrique à sécurité maximale. Il y restera jusqu'à sa mort en 1984. Cependant, ce qui se joue après son arrestation dépasse largement le cadre judiciaire. Car Ed Gein ne devient pas seulement un condamné. Il devient une figure. Une référence. Une source d'inspiration pour l'imaginaire collectif. Les scénaristes, les romanciers, les réalisateurs s'emparent de l'histoire. Plusieurs personnages fictifs s'inspireront librement de son cas, notamment dans le roman et le film Psycho, puis dans d'autres œuvres majeures du cinéma d'horreur. Le personnage du tueur solitaire vivant dans une maison isolée, domine par le souvenir de sa mère, entre dans la culture populaire. Avec le temps, une transformation s'opérait. Les faits réels, déjà troublants, se mélangent aux interprétations, aux exagérations, aux mythes. Ed Gein devient dans l'imaginaire collectif un symbole du mal rural, du monstre caché dans l'Amérique profonde. Pourtant, en examinant le dossier de près, une réalité plus complexe apparaît. Il n'a pas commis des dizaines de meurtres comme certains l'ont cru. Il n'était pas un tueur itinérant. Son horreur était concentrée, intime, liée à un environnement très spécifique. Mais l'onde de choc culturel, elle, ne s'arrêtera jamais. Après des années passées en observation psychiatrique, le dossier d'Ed Gein avance lentement dans le système judiciaire du Wisconsin. Son état mental est au centre des débats. Les experts qui l'ont évalué parlent de schizophrénie, de troubles psychotiques sévères, d'une personnalité profondément dissociée. Il est décrit comme vivant dans un monde intérieur structuré par les enseignements rigides de sa mère, par une vision de la femme à la fois sacralisée et démonisée. En 1968, plus de 10 ans après son arrestation, Ed est finalement jugé apte à comparaître devant un tribunal. Le procès attire l'attention, mais l'intensité médiatique n'est plus celle de 1957.
l'Amérique a connu d'autres crimes, d'autres scandales. Pourtant, dans le Wisconsin, l'affaire reste vive. Durant le procès, les éléments sont présents de manière clinique. Les preuves matérielles. Les témoignages des enquêteurs. Les analyses des psychiatres. Ed, lui, apparaît fragile, presque détaché. Il ne correspond pas à l'image du monstre sanguinaire que la presse avait contribué à construire. Il semble petit, maladroit, parfois confus. Le jury le reconnaît coupable du meurtre de Bernice Worden. Mais dans la même décision, il est déclaré pénalement irresponsable en raison de sa maladie mentale. La sentence est claire, internement à vie dans un hôpital psychiatrique à sécurité maximale. Il est d'abord envoyé au Central State Hospital, puis transféré plus tard à l'Institut Mendota de Madison. Dans ces établissements, son comportement surprend encore une fois. Il ne pose pas de problème majeur. Il travaille à la bibliothèque de l'hôpital. Il lit. Il parle peu. Les membres du personnel le décrivent comme poli, coopératif. Cette normalité apparente alimente encore davantage le mystère. Comment un homme capable de tels actes peut-il se montrer aussi calme, presque docile, dans un cadre institutionnel? Pendant ce temps, la ferme de Plainfield devient un lieu de curiosité macabre. En 1958, un incendie détruit la maison. Les causes ne seront jamais clairement établies. Certains pensent à un acte criminel pour effacer un symbole trop lourd. D'autres évoquent un accident. La voiture d'Ed, exposée un temps comme attraction foraine, sera également détruite par un incendie suspect. La disparition physique de la ferme ne met pas fin à l'histoire. Au contraire, elle contribue à la transformer en légende. Le lieu réel disparaît, laissant place à une version imaginaire, plus sombre encore. Au fil des années 1970 et 1980, alors que le cinéma d'horreur évolue, l'ombre d'Ed Gein plane sur plusieurs œuvres marquantes. Des personnages fictifs reprennent certains éléments de son histoire, la maison isolée, la figure maternelle envahissante, la confusion identitaire, l'utilisation de restes humains. Le public consomme ces histoires sans toujours connaître le nom d'Ed Gein, mais son influence est bien présente. L'homme, lui, vieillit derrière les murs de l'institution. Son nom continue d'être cité dans des livres, des documentaires, des articles. Mais sa vie quotidienne devient monotone. Régime médical, routine, silence. Il meurt en 1984, à l'âge de 77 ans, des suites d'un cancer. Son décès ne provoque pas de grande agitation nationale. Il est enterré à Plainfield, près de sa famille. Ironiquement, sa tombe deviendra elle aussi une cible de vandalisme, comme si le cycle de profanation se poursuivait au-delà de sa mort. Avec le temps, une question demeure, qui était réellement Ed Gein? Un monstre isole? Le produit d'un environnement toxique? Le symbole d'une Amérique rurale idéalisée mais traverse par des ombres profondes? L'homme semble s'effacer peu à peu derrière le mythe. Mais pour comprendre l'impact réel de son histoire, il faut regarder au-delà des faits judiciaires. Il faut observer comment son nom transforme la culture populaire et la perception même du mal. Après la mort d'Ed Gein en 1984, on aurait pu penser que son nom s'éteindrait lentement, relié à une affaire criminelle parmi d'autres dans l'histoire américaine. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Plus les années passent, plus son histoire s'installe durablement dans la culture populaire, devenant une référence presque archétypale du tueur isole, déformé par une relation maternelle toxique et par un isolement psychologique profond. Dès la fin des années 1950, son cas inspire déjà la fiction. Le roman Psycho de Robert Bloch, puis son adaptation cinématographique par Alfred Hitchcock, reprennent l'idée d'un homme vivant dans l'ombre d'une mère toute-puissante. Même si l'histoire fictive différait des faits réels, l'influence est évidente. L'image du tueur discret, apparemment banal, cache derrière les murs d'une maison ancienne, marque durablement l'imaginaire collectif. Au fil des décennies suivantes, d'autres œuvres majeures du cinéma d'horreur intègrent des éléments inspirés de son histoire. Le personnage de Leatherface dans The Texas Chainsaw Massacre, ou encore certains aspects de Buffalo Bill dans The Silence of the Lambs, empruntent des fragments de la réalité Gein, l'utilisation de restes humains, la confusion identitaire,
la maison transformée en espace macabre. À chaque fois, la fiction amplifie, déforme, dramatise. Mais la source reste là. Cette transformation culturelle produit un phénomène particulier. Ed Gein n'est plus seulement un homme ayant commis des crimes graves. Il devient un symbole. Un raccourci narratif. Une figure qui incarne la peur de l'isolement rural, la peur de la folie cachée derrière une apparence ordinaire, la peur d'une Amérique profonde que l'on croit connaître mais dont on ignore les fractures. Paradoxalement, cette surexposition médiatique finit par brouiller la réalité. Beaucoup pensent qu'il a tué des dizaines de personnes. En réalité, les meurtres confirment sont peu nombreux, même si ces actes de profanation restent massifs et choquants. Le mythe a de passe les faits. L'imaginaire collectif a créé un monstre plus grand que l'homme lui-même. Dans les documentaires et les podcasts contemporains, son histoire est souvent analysée sous un angle psychologique. Les chercheurs s'interrogent sur l'impact de l'éducation d'Augusta, sur l'isolement social, sur les troubles mentaux non traités à une époque où la psychiatrie était encore balbutiante. Certains y voient l'exemple d'un individu brisé par une dynamique familiale extrême. D'autres rappellent que la maladie mentale n'explique pas tout et que des choix ont été posés. Plainfield, de son côté, reste à jamais associé à cette affaire. Même si la ferme n'existe plus, même si le temps passe, le nom d'Ed Gein demeure lié à cette petite ville du Wisconsin. Les habitants ont dû apprendre à vivre avec cette mémoire, à la fois historique et lourde. Aujourd'hui, l'histoire d'Ed Gein continue de fasciner parce qu'elle touche à des thèmes universels, la solitude, l'obsession, la perte, la construction de l'identité. Elle montre comment un individu apparemment insignifiant peut devenir une figure centrale de la culture populaire mondiale. Elle interroge aussi notre propre fascination pour le macabre. Pourquoi revenons-nous sans cesse à ces histoires ? Pourquoi cherchons-nous à comprendre ce qui semble incompréhensible ? Peut-être parce que derrière le mythe, il reste une vérité troublante, le mal ne se présente pas toujours sous une forme spectaculaire. Il peut vivre dans une ferme isolée, derrière des rideaux poussiéreux, dans le silence d'une petite ville où tout le monde croit se connaître. Et c'est peut-être cela, au fond, qui continue de nous glacer.